La vie a une façon de tout vous prendre en un seul instant. Pas graduellement, pas avec avertissement, pas avec la courtoisie d'une préparation. Juste tout d'un coup, dans l'espace d'un souffle, dans le temps d'ouvrir une porte ou de lire un mot ou de regarder des feux arrière disparaître dans la neige. Et puis, si vous survivez à cette prise, si vous traversez les semaines creuses qui suivent, si vous trouvez une raison quelconque de continuer à vous lever le matin, même quand le matin n'offre rien, la vie a une autre façon, tout aussi soudaine, tout aussi totale, de vous rendre quelque chose. Quelque chose que vous n'attendiez pas, quelque chose de mieux que ce qui avait été pris. Quelque chose qui vous fait comprendre, finalement, que la perte n'était pas la fin de l'histoire, mais seulement la fin d'un chapitre qui devait se fermer avant que la vraie histoire puisse commencer. Nous ne pouvons pas voir cela pendant que nous sommes au milieu de tout ça. La personne dans l'appartement froid, dans les nuits les plus sombres, dans les semaines les plus creuses, de la pire saison de sa vie, ne peut absolument pas savoir que la pire chose qui lui soit jamais arrivée est aussi ce qui dégage le chemin vers la meilleure chose. Nous ne pouvons le savoir que de l'autre côté. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de Logan et de tout ce qui lui a été pris et de tout ce qui lui a été rendu. Commençons par le début, en une veille de Noël que Logan s'attendait à être la plus belle nuit de son année. Il conduisait depuis 11 heures. La sorte de conduite que les chauffeurs de poids lourds professionnels effectuent avec la compétence particulière d'une longue pratique. Le corps et l'esprit s'installant dans le rythme de la route comme des musiciens s'installent dans un morceau qu'ils connaissent bien. Présent, alerte, mais aussi à l'aise, la compétence coulant sous l'attention consciente comme un courant. Il traversait une tempête hivernale qui s'était développée pendant la majeure partie de l'après-midi. Le genre qui charge l'air de neige si épaisse que les phares la renvoient vers vous, et que la route devient une question d'instinct autant que de vision. Il avait conduit dans de pires conditions. Il n'avait pas peur. Il était aussi le plus heureux qu'il avait été depuis des mois. C'est ce que je veux que vous compreniez à propos de Logan en cette nuit particulière. La route et la tempête et les 11 heures étaient tout à fait ordinaires. Ce qui n'était pas ordinaire, c'était la petite boîte dorée dans la boîte à gants. Il s'était arrêté pour elle 3 jours plus tôt, chez un bijoutier dans la ville où il avait terminé sa dernière livraison. Et il avait passé 45 minutes dans la boutique avec une femme nommée Marguerite, qui comprenait qu'un homme se tourmentant pour un collier pour sa femme méritait sa patience. Il avait choisi une chaîne en or avec un petit pendentif, pas extravagant, mais genuinement beau. Le genre de choses qui aurait exactement la bonne apparence sur la clavicule d'Harper. Il était parti en se sentant comme un homme qui venait de prendre exactement la bonne décision. Lui et Harper étaient mariés depuis 4 ans. Il était chauffeur routier depuis 7 ans, ce qui signifiait que 3 ans de leur mariage s'étaient déroulés en grande partie sur la route, au téléphone et dans l'intimité particulière des retrouvailles que développent les personnes souvent séparées. L'intensité spécifique du temps ensemble qui compense la quantité qui lui manque. Il savait que c'était difficile pour Harper. Il savait qu'elle avait espéré que le camionnage était temporaire, un moyen d'arriver à une fin, et que cette fin n'était apparue sur aucun horizon visible. Il savait qu'elle avait commencé à travailler pour Miles 18 mois plus tôt, et que Miles était le genre d'employeur qui s'attendait à une disponibilité de façon que Logan trouvait parfois inconfortable à envisager trop directement. Il savait tout ça. Il l'avait repoussé au fond de son esprit. L'action disponible pour lui était de conduire et d'économiser et d'avoir finalement assez pour le garage qu'il voulait ouvrir. La boîte dorée dans la boîte à gants était un acompte d'un genre différent. Une promesse, une preuve qu'il pensait à elle, même à travers les 11 heures et la tempête et la distance. Il quitta l'autoroute à 22h47 et conduisit les 12 minutes jusqu'à leur immeuble, à travers des rues qui avaient la vacuité particulière d'une nuit de fête dans une tempête. Il gara le camion, prit la boîte dorée,
la mit dans la poche de son manteau et marcha dans la neige jusqu'à l'entrée. L'appartement était sombre. Il pensa qu'elle dormait peut-être. Il était tard et elle n'avait pas répondu à son dernier appel depuis la route. Il déverrouilla la porte et trouva l'interrupteur et l'appartement apparut dans son champ de vision, et il resta dans l'embrasure un moment avant de comprendre pleinement ce qu'il voyait. L'appartement n'était pas seulement sombre. Il avait une qualité de vide qui va au-delà de la simple absence, le sentiment particulier d'un espace qui a été délibérément évacué. Certaines choses avaient disparu. Il pouvait voir, même depuis le seuil, les espaces où des choses avaient été. L'impression encadrée qu'elle aimait au-dessus de la console. Les petits objets décoratifs qui avaient personnalisé l'espace de façon non visible jusqu'à leur absence. Il marcha plus avant, lentement, la boîte dorée toujours dans sa poche, et il trouva le mot sur le comptoir de la cuisine. Elle n'avait pas écrit un long mot. C'est la chose concernant les fins que les gens ne comprennent pas toujours. Elles sont souvent brèves. Il disait essentiellement qu'elle était désolée, qu'elle avait essayé de lui dire et n'avait pas pu, qu'elle avait besoin d'une vie différente de celle-ci, qu'elle partait avec Miles. Elle lui souhaitait bonne chance. Elle était désolée. Il le lut 2 fois. Il le posa. Il se tint dans la cuisine de cet appartement qui avait été leur foyer et sentit le froid. Il faisait réellement froid. Le chauffage éteint depuis assez longtemps pour que la température ait chuté. Et le froid et le vide étaient la même chose, la même information arrivant par différents canaux. Il alla à la fenêtre. Il regarda la rue enneigée en dessous, sans intention particulière, juste l'instinct de regarder quelque chose hors de lui-même. Et il les vit. Une Mercedes noire, luxueuse, au ralenti au bord du trottoir avec ses phares allumés. Il reconnut la voiture. Il l'avait vue avant, venant chercher Harper devant l'immeuble, et il avait fait ce qu'il avait toujours fait, repousser l'inconfort et se concentrer sur la route et les économies. La portière arrière se fermait et Harper était à l'intérieur, et Miles était à l'avant, et la voiture s'éloigna du trottoir avec la confiance lisse et désinvolte de quelque chose de coûteux. Et Logan regarda ses feux arrière diminuer dans la neige jusqu'à ce qu'ils soient de petits points rouges, et puis plus rien. Il resta longtemps à cette fenêtre. Les semaines qui suivirent furent les pires de sa vie. Il y eut de l'alcool, l'automédication spécifique d'une personne en deuil aigu qui sait que ça ne l'aide pas et n'a pas accès pour l'instant à quelque chose qui aide davantage. Il y eut des jours pendant lesquels il ne quitta pas l'appartement, ne répondit pas au téléphone, n'était pas, faute d'un mot plus précis, bien. Il y eut Noël lui-même, dont le moment est cruel pour un abandon. La fête imposant ses exigences de chaleur et de connexion sur une situation qui était le contraire de chaleureuse et le contraire de connectée. Il existait dans ces semaines de la façon particulière de quelqu'un dont l'identité s'était organisée autour de quelque chose qui n'est plus là. Il avait été un mari, un homme travaillant vers quelque chose, une personne dont les sacrifices étaient au service d'un avenir partagé. Et puis, dans l'espace d'un mot sur un comptoir de cuisine, rien de tout cela n'était plus vrai. Ce qui restait, c'était l'appartement et le travail, et le collier qu'il avait posé à côté de son mot parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre avec. Et puis, il y eut M. Thompson. M. Thompson vivait dans l'appartement d'en face et avait 73 ans et avait été veuf depuis 6 ans. Dans l'accumulation tranquille de ces 6 ans, il avait développé une attention aux vies des gens autour de lui qui n'était pas intrusive, mais très présente. Il entendait les choses qui passent à travers les murs, le silence, en l'occurrence, qui a sa propre qualité acoustique, le silence de quelqu'un qui ne bouge pas, ne cuisine pas, ne fait pas les choses ordinaires que les gens font. Au 3e jour, il frappa. Au 4e, il laissa de la soupe devant la porte. Au 5e jour, Logan ouvrit la porte. Ce que fit M. Thompson n'était pas dramatique. Il n'avait pas de discours préparé. Il s'assit dans la cuisine de Logan et but du café et parla de sa femme Éléonore, de sa perte, de la pensée que la vie qu'il avait construite autour d'elle était terminée,
de la découverte lente et difficile qu'elle n'était pas terminée, mais différente. Il dit que le deuil est le coût de l'amour, et qu'on doit le payer, et qu'il n'y a pas de raccourci. Mais que le payer est aussi la preuve de ce qu'on avait, et que la preuve compte. Il dit « Vous n'avez pas terminé ». Il le dit simplement, comme un fait, de la façon dont on dit les choses qu'on sait être vraies. Logan retourna au travail 3 semaines après la veille de Noël et conduisit. Il conduisit de la façon dont il avait toujours conduit, avec la compétence d'une longue pratique. Et la route lui donna quelque chose dans lequel être présent, quelque chose à faire à son corps, pendant que le reste de lui traitait les mois d'inconfort non résolus, et le mot sur le comptoir, et les feux arrière dans la neige. Il n'était pas guéri. Il se déplaçait, ce qui n'était pas la même chose, mais était ce qui était disponible. Et il avait appris de M. Thompson que se déplacer suffisait pour l'instant. Il était dans une station-service un mardi après-midi de janvier, remplissant le réservoir sous une légère neige, quand la jeune caissière sortit en courant vers le camion. Elle avait peut-être 19 ans, et son visage avait l'air particulier de quelqu'un qui a besoin d'aide et ne sait pas très bien comment la demander. Elle dit « Monsieur, j'ai besoin d'aide. Il y a une femme à l'intérieur qui accouche, et l'ambulance ne peut pas passer. La route côté est est complètement bloquée, et elle a besoin d'un hôpital maintenant. » Logan entra. La femme était dans le petit espace d'attente près du distributeur de café, et elle était en travail. Cela était immédiatement apparent. Il n'y avait rien d'ambigu dans sa condition. Elle était dans la fin de la vingtaine, aux cheveux sombres, gérant les contractions avec la concentration focalisée et légèrement désespérée de quelqu'un qui essaie très fort de maintenir le contrôle sur une situation qui ne coopère pas. Elle s'appelait Samantha. Elle était seule, rentrant de chez sa mère quand les contractions avaient accéléré plus vite que prévu, et elle s'était arrêtée à la station-service parce que c'était le seul endroit visible dans les conditions de blanc total. Logan ne délibéra pas. Il dit « Mon camion a du chauffage et peut passer cette route. Allons-y tout de suite. » Le trajet jusqu'à l'hôpital prit 38 minutes. Il conduisit aussi vite que les conditions le permettaient et lui parla tout au long. Le discours particulier d'une personne essayant de garder une autre personne ancrée dans le présent. « Continuez à parler. Dites-moi quelque chose. Comment s'appellera votre bébé? Depuis combien de temps conduisez-vous? Dites-moi autre chose. » Elle répondait dans les pauses entre les contractions, et de la façon des gens en état d'urgence, elle disait des choses qui montaient de lieux moins gardés que la conversation ordinaire ne le permet. Et puis, au milieu du trajet, entre une contraction et la suivante, elle se tourna et le regarda directement pour la première fois. Vraiment regarder. Pas le coup d'œil périphérique d'une personne gérant de la douleur, mais un regard plein et concentré. Et son visage changea complètement. Elle dit un nom. Pas son nom. Elle dit Everett. Elle le dit avec le poids de quelqu'un disant le nom de quelqu'un qui l'a perdu, avec tout ce poids de la perte dans le dire. Elle attrapa son bras et il sentit sa prise se resserrer, et il dit doucement « Je ne suis pas Everett. Je m'appelle Logan. » Elle parut confuse un moment, et puis une autre contraction arriva, et le moment fut terminé. Une infirmière sortit 2 heures plus tard. Mère et fils allaient bien. Elle demandait à le voir. Il alla dans la chambre. Samantha était dans le lit avec le bébé sur la poitrine, épuisée et soulagée, et autre chose. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait vu un fantôme et traitait encore la rencontre. Quand elle le vit dans l'embrasure, l'autre chose s'intensifia. Elle dit « Je sais que vous n'êtes pas lui, mais vous lui ressemblez exactement. C'est son visage, exactement son visage. » Il s'assit. Il dit « Parlez-moi d'Everett. » Elle lui raconta. Une sortie de pêche en septembre, 3 mois plus tôt, avec le vieux copain d'Everett du quartier, celui qu'elle n'avait jamais aimé, dont le nom était Brooks. L'appel des gardes-côtes. Le bateau sorti avec 2 hommes et revenu avec un seul. L'histoire d'accident que Brooks avait racontée.
Everett tombant par-dessus bord, la recherche qui n'avait rien trouvé. Et les mois depuis, Brooks se montrant trop souvent, appelant trop souvent, apparaissant dans des endroits trop fréquents pour être une coïncidence. Et le sentiment profond, instinctif et invérifiable qu'elle portait que ce qui s'était passé sur ce bateau n'était pas ce que Brooks avait dit au garde-côte. Logan rentra chez lui ce soir-là et ne dormit pas. Il s'assit à la table de cuisine et tourna et retourna tout dans sa tête. La femme qui avait dit un nom qui n'était pas le sien dans la cabine de son camion, la façon dont elle l'avait regardé, le poids sur son visage qui allait au-delà du deuil vers quelque chose qui cherchait encore sa forme. Le lendemain matin, il conduisit jusqu'à l'orphelinat. Il n'était pas revenu depuis 15 ans. Le vieux bâtiment en briques de 3 étages à la lisière de la ville qui avait été son monde entier jusqu'à ses 18 ans. Et il avait la qualité particulière des endroits qui contiennent beaucoup d'enfance. Légèrement plus petit que dans le souvenir, portant le poids émotionnel spécifique des choses qui vous ont façonné. Madame Sawyer était encore là, dans la fin de la soixantaine maintenant, avec la manière posée de quelqu'un qui a passé sa carrière au service de choses difficiles et en a fait la paix. Elle sut qui il était avant qu'il dise son nom. Il le vit sur son visage quand il entra dans son bureau. La reconnaissance. Et sous la reconnaissance, quelque chose qui ressemblait à la gestion soigneuse d'un sentiment très compliqué, gardé pendant très longtemps. Il s'assit face à son bureau et dit « J'ai besoin de savoir quelque chose. J'ai besoin de savoir si j'ai de la famille. » Elle fut silencieuse un moment. La qualité du silence était celle d'une décision en train d'être prise. Et puis elle dit « Oui ». Elle posa les mains à plat sur le bureau et lui raconta. Il était arrivé nourrisson avec un autre nourrisson, identique. L'orphelinat en ces années était dans le genre de surpopulation qui nécessitait des décisions difficiles. Et une famille de la côte était venue chercher à adopter et avait pris l'un des 2 garçons. Et elle avait... Elle fit une pause, regarda ses mains, dit cela de la façon dont on dit les choses qui ont coûté des nuits de sommeil pendant des décennies. Elle avait permis la séparation. Elle s'était dit qu'ils étaient trop jeunes pour se connaître, que chacun aurait de meilleures chances seul. Elle avait vécu avec cette décision pendant 36 ans. Le garçon qui était parti s'appelait Everett. Elle le dit et observa son visage. Logan était assis dans ce bureau et comprit plusieurs choses simultanément, de la façon compressée et terrible dont certaines compréhensions arrivent. Everett était son frère jumeau. L'homme mort lors d'une sortie de pêche en septembre, dont la femme avait sursauté au visage de Logan dans la cabine d'un camion, dont le fils était né pendant que Logan tenait sa main, cet homme était son frère. Et l'homme nommé Brooks, revenu seul de ce bateau et traquant depuis la veuve d'Everett, avait très probablement tué son frère. Il conduisit à l'hôpital cet après-midi-là et dit à Samantha ce qu'il avait découvert. Il la regarda assembler la même compréhension et arriver à la même conclusion, et s'asseoir avec elle de la façon dont les conclusions de cette magnitude demandent à être reçues. En silence, complètement, sans chercher à en alléger le poids. Il dit « Je vais faire quelque chose à ce sujet. » Elle dit « Logan, il est dangereux. » Il dit « Je sais. » Ce soir-là, il se gara en bas de la rue de l'appartement de Samantha et attendit. La voiture était là en 20 minutes. Une berline ancienne, garée en face de la résidence avec une vue dégagée sur l'entrée. Un homme au volant regardant le bâtiment avec l'attention imperturbable de quelqu'un faisant quelque chose de mal et le faisant quand même. Logan avait vu une photo de Brooks. La correspondance était suffisante. Il pensa au plan pendant un moment. Il n'avait jamais rien fait de tel. Il était chauffeur routier, pas enquêteur, pas formé pour quoi que ce soit de tout cela. Ce qu'il avait était plus simple et plus étrange que la formation, et il croyait que c'était suffisant. Il avait le visage d'Everett. Il appela Samantha et lui dit d'emmener Charlie chez M. Thompson. Puis il alla à l'appartement. Il alluma l'enregistreur vocal de son téléphone, le mit dans la poche de sa chemise avec le côté microphone vers le haut, déverrouilla la porte de l'appartement et la laissa légèrement entr'ouverte, et s'assit dans le fauteuil, lui faisant face,
et attendit. Il entendit des pas dans le couloir environ 20 minutes plus tard. La porte s'ouvrit en poussant. Brooks était grand, large d'épaules, et il avait une clé, ce qui racontait sa propre histoire. Il entra avec l'aisance de quelqu'un qui s'est senti chez lui ici depuis un moment, et il était à 3 pas à l'intérieur avant de lever les yeux. Il leva les yeux et vit le visage de Logan. Ce qui arriva à Brooks dans ce moment contourna tout traitement émotionnel ordinaire et alla directement vers quelque chose de plus primitif dans son système nerveux. La couleur quitta complètement son visage. Il fit un pas en arrière. Sa bouche s'ouvrit et rien n'en sortit pendant un moment. Juste la forme de mots qui n'arrivait pas. Et ses yeux restèrent fixés sur Logan avec l'attention totale de quelqu'un regardant quelque chose qu'il ne peut ranger dans aucune catégorie disponible du possible. Logan ne bougea pas. Il resta dans le fauteuil et ne dit rien. Il laissa le silence travailler. Brooks dit « Vous êtes mort. Je vous ai regardé. Vous êtes passé sous. J'ai regardé. » Il s'arrêta. Il fit un autre pas en arrière. Sa voix, quand elle revint, s'était brisée en quelque chose sous le registre ordinaire de la parole, venant du lieu où la vérité vit quand on a essayé de la garder enfouie. Il dit « Je vous ai jeté par-dessus bord. » Comment êtes-vous... Vous êtes censé être mort. Vous êtes passé sous et vous n'êtes pas remonté. J'en étais sûre. Logan se leva lentement et traversa la pièce lentement et regarda Brooks se désintégrer complètement sous le poids de ce qu'il croyait voir. L'arrogance et la menace calculée se défaisant en temps réel, laissant derrière elle le brut et le sans défense en dessous. Logan se pencha près de lui. Il dit doucement, à l'oreille d'un homme qui croyait entendre la voix de quelqu'un qui l'avait tué. « Vous avez fait une erreur. Vous avez laissé un témoin. » Puis il recula et appela la police. Il s'assit dans le couloir et attendit, et il pensa à Everett, au frère qu'il n'avait jamais connu, séparé dans un orphelinat à 2 ans, élevé dans une autre ville par d'autres gens, vivant une vie parallèle sur une autre voie. Il pensa au bateau et à l'eau froide de septembre, et à ce qu'Everett avait ressenti dans ses derniers moments. Et il pensa « Je suis ici. Tu es entendu. » Ce n'est pas terminé. Le procès dura 8 mois. Logan témoigna. L'enregistrement fut accepté comme preuve. 2 vieux pêcheurs qui avaient été sur l'eau ce jour-là, qui avaient vu un bateau dérivant, un homme là, où 2 étaient sortis, la direction du courant, des détails qui ensemble racontaient une histoire sans ambiguïté, témoignèrent pendant 4 jours. L'avocat de Brooks travailla dur et ne put faire de l'enregistrement autre chose que ce qu'il était. Brooks reçut 25 ans. Logan reprit le commerce de voitures d'Everett. Un petit lot de véhicules d'occasion avec atelier attenant, ayant besoin d'attention, et Logan lui donna de l'attention. Il avait les connaissances mécaniques de ses années d'entretien de son camion et le sens des affaires de ses années à gérer ses propres finances. Et l'entreprise grandit régulièrement, de la façon dont les choses grandissent quand quelqu'un qui les comprend en prend soin avec une attention constante. Et il y avait Samantha. Il tient à ce que je sois prudent ici, parce que l'amour qui grandit entre Logan et Samantha n'était pas une chose simple. Ils étaient 2 personnes qui avaient toutes 2 perdu quelqu'un. 2 personnes ayant été, de façon différente, dans l'orbite du même homme. Elle comme sa femme, Logan comme le frère qui ne l'avait jamais connu. Ils passèrent beaucoup de temps à parler d'Everett, ce qui était sa propre forme de deuil et sa propre forme de présentation. Ils passèrent du temps avec Charlie, qui grandissait et changeait, et développait la personnalité particulière de quelqu'un qui allait être remarquable. Et dans le fait de passer ce temps, dans le deuil partagé et les conversations nocturnes, et le fait de regarder Charlie grandir, quelque chose d'autre grandit à côté. Tranquillement, honnêtement, de la façon désinvolte des choses qui sont génuinement réelles.
Il fit sa demande un dimanche matin autour d'un café, sans cérémonie, sans discours préparé. Il dit « Je voudrais faire ça correctement, si vous voulez bien de moi. » Elle dit oui avant qu'il ait fini sa phrase. Monsieur Thompson fut le témoin de mariage. Il avait 74 ans lors de la cérémonie et dansa prudemment à la réception, et Charlie resta sur ses genoux pendant la majeure partie de la soirée et l'appela Papy, ce que Monsieur Thompson supporta avec la dignité tranquille de quelqu'un à qui on a fait un cadeau inattendu et qui le sait. 2 ans après le mariage. Un samedi d'avril, assez chaud pour laisser le manteau à la maison pour la première fois depuis l'automne. Charlie avait 3 ans et demi et avait des opinions sur tout, y compris ce qu'il voulait pour dîner, ce qui était une négociation en cours depuis qu'ils avaient quitté la maison. Ils trouvèrent une table et s'installèrent, et la chaleur du restaurant, et la chaleur de la soirée d'avril, et la chaleur d'être ces 3 personnes ensemble dans cette configuration particulière, avaient la qualité que les bonnes soirées ont. La qualité de ressentir, au présent, que c'est bien, que c'est suffisant, que c'est ce qui compte. La serveuse vint à la table. Logan leva les yeux. Elle avait l'air différente de la veille de Noël. Pas plus vieille, exactement, mais quelque chose qui s'ajoutait à plus que le temps. Une fatigue autour des yeux qui n'était pas là avant. Une méfiance dans la posture qui était nouvelle. Une qualité de quelque chose de réduit qu'il reconnut parce qu'il avait senti sa présence et puis son absence en lui-même. Elle portait l'uniforme du restaurant et regardait la table avec la disponibilité professionnelle de quelqu'un qui fait ça depuis assez longtemps pour avoir la manière en place, même quand la manière n'est pas comment elle se sent. Et puis elle le regarda. La reconnaissance arriva lentement, ce qui était sa propre information. Et puis elle atterrit. Elle dit son nom, doucement, sans inflexion, juste son nom. Il dit « Harper, bonsoir. » La table était Samantha et Charlie et lui. Et la table était chaude et complète, et rien de tout cela n'avait besoin d'être expliqué ou défendu. Il dit « Harper, voici ma femme Samantha et notre fils Charlie. » Il le dit simplement, de la façon dont on dit les choses vraies qui sont bonnes. Il n'était pas cruel, il n'était pas sanglant, il ne jouait pas un sentiment. Il était génuinement, tranquillement heureux, et le bonheur était visible dans son visage et sa voix, et la façon désinvolte dont il tendit la main à travers la table pour ajuster la serviette de Charlie. La facilité d'un homme qui est exactement là où il devrait être et le sait. Harper prit leur commande, apporta leur boisson. Le fit professionnellement, avec la facilité pratiquée de quelqu'un qui a fait de cela quelque chose dans lequel elle est genuinement bonne. Et quand elle posa les verres, elle dit « Félicitations, Logan ». Elle le pensait. C'était sa propre forme de dignité. Il la regarda partir et pensa à la veille de Noël. Le mot sur le comptoir. L'appartement froid. La boîte dorée encore dans sa poche de manteau. Les feux arrière disparaissant dans la neige. Comment la dévastation de cette nuit-là s'était sentie totale. Comment elle avait semblé être complètement la fin de quelque chose sans continuation possible. Il pensa à M. Thompson, assis à la table de cuisine, les mains autour d'une tasse de café, disant avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait simplement « Vous n'avez pas terminé ». Il n'avait pas terminé. Il était, comme il s'est avéré, à peine au début. Les hivers les plus sombres finissent. Ils finissent toujours. Et ce qui vient après, ce qui pousse de la terre gelée, de la pire chose qui vous soit jamais arrivée, peut être, si vous continuez assez longtemps pour le voir, plus beau que tout ce que vous pensiez avoir perdu. Logan continua. À travers les semaines creuses et l'appartement silencieux, à travers la route et les kilomètres et la reconstruction lente d'une raison de continuer à conduire. À travers une station-service, un après-midi de janvier, et une femme qui dit un nom qu'il ne reconnaissait pas, et un trajet dans la neige, et une salle d'hôpital, et la vérité d'une chose qui changea tout. Il continua, et le printemps vint. Il vient toujours.